Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jacques Lacan, des noms du Père. Ces paradoxes, surprendre l'opinion pour mieux la séduire. Ce que vous apprend une analyse ne s'acquiert par nulle autre voie. Deux interventions de Lacan éloignées de 10 ans, 1953 et 1963. Suite au séminaire des noms du Père, Lacan sera déchu du rang de didacticien, psychanalyste habilité à former des psychanalystes. Il reprendra en 1964 rue d'Ulm, abandonnant le séminaire brisé. Il gardera désormais une main jalouse refermée sur des vérités pas trop intempestives. Le symbolique, l'imaginaire et le réel, voilà les vrais noms du Père. Retour au texte freudien. Technique et théorie forment la même chose. Il y a dans l'analyse toute une part de réel chez nos sujets qui nous échappe. Freud a aimé sa Dora. Faut-il de la névrose pour faire un bon analyste? L'homme public ne semble pas s'étonner de l'efficacité de cette expérience qui se passe tout entière en paroles. Parler, c'est déjà s'introduire dans le sujet de l'expérience analytique. L'analyse joue avec le registre de la pensée magique. Raymond de Saussure dit que le sujet hallucine son monde. Ses satisfactions illusoires sont autres que les réelles. Il est facile de voir que cet ordre de satisfaction imaginaire ne peut se trouver que dans les registres sexuels, la libido étant un métabolisme des images, la satisfaction imaginaire. Il existe un élément de déplacement. En combat, l'oiseau lisse ses plumes, qui est un ressort essentiel de l'ordre des comportements liés à la sexualité. L'imaginaire y joue un rôle. Ce que l'on appelle chez l'animal un comportement symbolique, c'est le fait qu'un segment déplacé prend une valeur socialisée et sert au groupe animal de repérage pour un certain comportement collectif. De même, nous avons constamment affaire à des fantasmes. Le sujet au cours de l'analyse fait apparaître le fantasme de la fellation sur l'analyse. Ce fantasme représente l'imaginaire, certaines fixations à un stade primitif oral de la sexualité. Ce fantasme n'a qu'une valeur symbolique, il surgit à un moment du dialogue analytique. Il s'agit toujours de symboles organisés dans le langage, signifiant, signifié. Le rêve est un rébut. Freud. Le registre du langage de l'amour qui consiste au dernier degré du spasme de l'extase. Le langage est particulièrement dépourvu de signification. Le symbole naît avec le langage. Mallarmé disait que le langage est comme cette monnaie effacée qu'on se passe de la main à la main, en silence. Le névrosé en analyse dit des choses. Chez le névrosé, gît une parole bâillonnée où s'expriment des transgressions. Faute de réaliser l'ordre du symbole d'une façon vivante, le sujet réalise des images désordonnées dont elles sont des substituts. Et cela va s'interposer à toute relation symbolique véritable. Le sujet exprime ses résistances, tentative du sujet de faire entrer l'analyste dans son jeu, sorte de relation sadique-anale imaginaire qui fait le sel de l'histoire. Le sujet projette une image sur le thérapeute. Naît la notion d'instinct agressif, ajoutant à la libido le terme de destrudo. Il faut distinguer la fonction imaginaire du moi comme unité du sujet aliéné à lui-même. Le moi est ce dans quoi le sujet ne peut se reconnaître, d'abord qu'en aliénant. Il ne peut se retrouver qu'en abolissant l'alter ego du moi, l'agressivité. La parole joue le rôle essentiel de médiation, Leinhardt. La parole donnée est également une forme d'acte. La parole permet entre deux hommes de transcender la relation agressive au mirage du semblable. Elle constitue cette médiation, mais aussi la réalité elle-même. Les interdits règlent l'échange humain des alliances. Symbole des relations de parenté. Massermann, réaction de contraction de la pupille à la lumière en même temps que teinter une clochette. On supprime l'excitation de la lumière, la pupille se contracte quand on agite la clochette.
Puis par exemple, audition du mot contracte. Un autre mot aurait eu le même résultat, conditionnement. Toute relation analysable, c'est-à-dire interprétable symboliquement, est toujours inscrite dans une relation à trois. Ce qui est réalisable libidinalement entre tel et tel sujet demande médiation. Rien ne s'interprète que par l'intermédiaire de la réalisation oedipienne. Toute relation à deux est toujours marquée du style de l'imaginaire. Pour qu'une relation prenne sa valeur symbolique, il faut qu'il y ait la médiation d'un tiers personnage qui réalise l'élément transcendant. L'expérience montre que la culpabilité est toujours préférée à l'angoisse. L'angoisse est toujours liée à une perte, c'est-à-dire à une transformation du moi, une relation à deux sur le point de s'évanouir et à laquelle doit succéder quelque chose d'autre que le sujet ne peut aborder sans un certain vertige. Avec un tiers entrant dans le rapport narcissique, la possibilité s'ouvre d'une médiation réelle, registre de la loi ou de la culpabilité. L'élément temporel est très important à considérer. La construction temporelle se rencontre sans cesse dans l'analyse, théorie analytique de l'automatisme, du prétendu automatisme de répétition de Freud, l'enfant et le jouet. L'identité de l'objet est maintenue, et dans la présence et dans l'absence. Pour Hegel, le concept, c'est le temps. Le symbole de l'objet, c'est justement l'objet là. Quand il n'est plus là, c'est l'objet incarné dans sa durée. L'homme fait subsister, dans une certaine permanence, tout ce qui a duré comme humain et avant tout lui-même. Ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est d'environner le cadavre de quelque chose qui constitue une sépulture. De maintenir le fait que ceci a duré, c'est un symbole. Freud a placé sous le chef de l'instinct de mort l'automatisme de répétition. Pour Reich, tout ce que le patient raconte est flatus vocis. L'analyste est un personnage symbolique de la toute-puissance. Le patient se met dans la posture. C'est vous qui avez la vérité, qui avez ma vérité. Cette posture est illusoire mais typique. Puis les résistances, la constitution de toute réalisation imaginaire de l'image, phase de transfert négatif ou même de délire. L'analyse est un délire bien organisé. Le patient imagine le symbole, comme le rêve qui est une image symbolique. Intervient l'interprétation. Commence l'élucidation du symptôme. Faire reconnaître sa propre réalité, son propre désir. C'est le faire reconnaître par ses semblables, de le symboliser. Circulaire, l'analyse peut comprendre plusieurs fois ce cycle. L'analyste doit être capable de comprendre le jeu que joue son sujet. Le faire avec complétude, culture et intelligence. L'analyste doit avoir une formation aussi complète que possible dans l'ordre culturel. Plus vous en saurez, plus cela vaudra. Le surmoi est une parole qui ne dit rien, et l'analyste le symbolise. Neutralité bienveillante. Pour un analyste, toutes les réalités sont en somme équivalentes, que toutes sont des réalités. Idée que tout ce qui est réel est rationnel et inversement. Sur la bienveillance vient se briser le transfert négatif et permet de mener l'analyse. L'angoisse est liée au rapport narcissique. Chaque fois qu'il se produit un phénomène à deux temps, dans l'obsession par exemple, le premier temps est l'angoisse et le second est la culpabilité, qui donne apaisement à l'angoisse sur le registre de la culpabilité. Le mode de rapport humain le plus primitif est certainement l'absorption de la substance de son semblable. Fonction du totétisme. Faire un sujet transcendant au semblable. Le réel est ou la totalité ou l'instant évanoui. Dans l'expérience analytique, pour le sujet, c'est toujours le heurt à quelque chose. Par exemple, le silence de l'analyste. Les rêves sont composés comme un langage. Un rêve, au milieu ou en fin d'analyse, c'est une partie du dialogue avec l'analyste. Le symbole est un emblème. Le névrosé obsessionnel vit toujours dans le registre de ce qui comporte au maximum des éléments d'incertitude, la durée de la vie, la paternité. C'est construit par des relations symboliques,
qui peuvent ensuite trouver leur confirmation dans la réalité. Le nom du Père crée la fonction du Père. La création des symboles accomplit l'introduction d'une réalité nouvelle dans la réalité animale. Sublimer et élaborer donne le soupassement du langage. Le parenté est le premier modèle d'une relation transitive. L'analyste étant là, l'angoisse se transforme en culpabilité. L'analyste juge, père sur moi, loi sans parole, et la névrose est définie par le transfert. La question du doute est plus proche de la construction symbolique de la réalité. Le fétiche est une transposition de l'imaginaire. Il devient un symbole. Tout dans l'analyse est de l'ordre du langage, d'une logique. Le transfert est la réalisation même du rapport humain sous sa forme la plus élevée, la réalisation du symbole. Le commencement et la fin sont toujours le transfert. Le symbole dépasse la parole. Dans l'angoisse, le sujet est affecté par le désir de l'autre. L'angoisse n'est pas sans objet, dépendance du désir à l'endroit du désir de l'autre. Nous sommes détachés de toute conception qui ferait du sujet une pure fonction de l'intelligence corrélative à l'intelligible, tel le nous antique. L'agonia d'Aristote est un pathos qui s'apaise dans l'impassibilité du tout. L'intelligence n'est rien d'autre qu'un affect fondé sur l'hypothèse de l'intelligibilité. L'universel ne se fonde que de l'agrégation, tandis que le particulier apparaît comme contingent. Double béance du sujet, la structure du rapport de l'angoisse au désir. Lacan, lecteur de Saint-Augustin, est étonné de lire peu de choses sur le Père. Il n'y a de cause qu'après l'émergence du désir, et la cause du désir ne saurait être tenue d'aucune façon pour un équivalent de la conception antinomique de la cause de soi. Je suis celui qui suis, par quoi Dieu s'affirme identique à l'être. L'enseignement de Freud nous situe la béance de la castration au niveau génital. L'orgasme représente exactement la même fonction que l'angoisse. L'orgasme est en lui-même l'angoisse, pour autant que le désir est à jamais séparé de la jouissance. Moment de paix, de fusion du couple où chacun peut se dire content de l'autre. Alibi phallique où la femme se sublime, où quelque chose qui va plus loin reste infiniment au dehors. Passage d'Ovide, où se fabule le mythe de Tirésias. Trace de l'au-delà, inentamée de la jouissance féminine, sommet où se place la béance désir-jouissance au niveau génital. Le sujet est captif de la fonction du désir, cet œil qui fait si bien dans le mythe d'Oedipe l'équivalent de l'organe à castrer. Le sujet est pris par le spectacle, le sujet croit désirer car il se voit comme désiré. Durant le transfert, le sujet est plongé dans sa relation au désir. Le sujet croit que son désir le vise, et où il porte à son extrême la méconnaissance de l'objet comme cause du désir, Alcibiade. Occupe-toi de ton âme, dira Socrate, ton âme, ton image. Fais ton deuil de cet objet mortel, alors tu connaîtras les voies de ton désir. Moi qui ne sais rien, je ne connais que la fonction de l'éros. La voix de l'autre doit être considérée comme un objet essentiel, source du surmoi, objet chu de l'autre. La voix est le produit, l'objet chu de l'organe de la parole. L'autre est le lieu où ça parle. Le mythe du Père est au centre de la doctrine de Freud. Konrad Stein a tracé la voie. Freud démontra de combien celui qui est au niveau de la recherche de la vérité peut dépasser du haut tous les avis. Mythiquement, le Père ne peut être qu'un animal. Le Père primordial est le Père d'avant l'interdit de l'inceste, d'avant la loi et la culture. Freud en a fait le chef de la horde, dont la satisfaction est sans frein, totem. La fonction du nom propre, marque ouverte à la lecture, la lettre de la fonction du Père, de l'être suprême. Le Dieu éternel pris au pied de la lettre, la névrose est inséparable à nos yeux d'une fuite devant le désir du Père, auquel le sujet substitue sa demande. Le mysticisme est une recherche, une construction, une ascèse, une plongée vers la jouissance de Dieu. Dans la névrose, c'est incidence du désir de Dieu. Ce Dieu parlant à Moïse,
Je suis ce que je suis. Un Dieu, ça se rencontre dans le réel. Comme tout réel est inaccessible, ça se signale par ce qui ne trompe pas, l'angoisse. Les Grecs ont traduit par « je suis celui qui est », désignant l'étant. Je suis l'étant, et non pas l'être. Les Grecs ont pensé que Dieu, c'est l'étant suprême. Je égale l'étant. On ne détache pas les gens de leurs habitudes mentales. De nos jours, tout-puissant était Théos, plus prudent, qui est le nom de ceux qui ne se traduit pas par Seigneur. Au niveau de la phobie apparaît l'animal comme métaphore du Père. La phobie n'est que le retour de quelque chose d'antérieur. Freud et le totem. Selon la tradition rabbinique, c'est le bélier primordial qui était là dès les 7 jours de la création. Le bélier est traditionnellement reconnu comme l'ancêtre de la race de Sem. Aversion de la tradition judaïque à l'égard de ce qui existe partout ailleurs. Le sens de l'enseignement de Lacan n'est que la vérité. Sa véritable prise, c'est qu'on ne l'attrape jamais. De cette praxis qui est l'analyse, sa vérité est mouvante, décevante, glissante. Car la praxis doit s'avancer vers une conquête du vrai par la voie de la tromperie. Pour Lacan, il n'y a pas de différence entre le oui et le non. Jacques Lacan, des noms du Père. Merci.